Bonjour, bienvenue ce matin à la deuxième journée. Alors je me présente, Denis Bédard. Je m'insère comme ça dans votre discussion matinale pour faire un peu le pont entre ce qui a été évoqué hier par Marcel Lebrun et son propos sur la classe inversée. Donc c'est un propos liminaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette association européenne, April, qui fait référence donc à European Association for Practitioner Research on Improving Learning. Donc voilà, c'est une association européenne et pour se comprendre, bien sûr, tout se fait en anglais. Il tenait cet automne, ou à la fin de l'automne, un congrès en Slovénie où j'ai eu le plaisir de participer. Et à l'occasion de cet événement, je vous invite d'ailleurs, si vous aviez l'occasion un jour de vous y présenter, d'aller voir qu'est-ce qui s'y passe. Ce groupe est venu présenter et a gagné le prix de la présentation la plus relevée, disons, du congrès. Il y a un projet en Finlande, donc pas très loin d'ici, du moins vu du Canada, et c'est tout le pays qui prend le virage de la classe inversée. Alors l'expression utilisée, c'est Flip Finland. On inverse la Finlande et on parle d'enseignement supérieur, pas du primaire et du secondaire a priori. Donc le mouvement est mené par une université finlandaise dont le nom m'échappe. Mais si vous êtes vraiment intéressé par ce concept de classe inversée et surtout de la façon de le déployer à hauteur d'un établissement, je vous invite à aller voir ce qui se fait de ce côté, du côté donc de vos voisins du nord-est, les Finlandais. C'est vraiment intéressant ce qu'ils nous ont présenté et la façon dont ils prévoient, soutenu par le gouvernement finlandais en enseignement supérieur, faire ce virage de la classe inversée. Voilà. Il me semble intéressant que vous en entendiez parler. Attendez, maintenant je ne vois plus rien. Vous pouvez discuter à nouveau. Bon, je reviens ici. Bien. Alors, comme Canadiens, vous savez peut-être que nous sommes un peu comme les Suisses, plutôt respectueux du temps et de l'heure où les choses devraient débuter, comme il y a eu un temps. Les Anglais parlent du fashionably late. Alors, ce petit retard acceptable de quelques minutes lorsqu'on a un rendez-vous, tout va bien. Alors, c'est ce qui s'est passé ce matin. Mais pour justement éviter les répercussions de plusieurs retards qui s'accumulent, on va démarrer, si vous voulez, tout de suite. Le propos de cette intervention, accompagner les enseignants dans la transformation numérique de l'enseignement. Vous allez voir les mots numérique et pédagogie être mis ensemble dans cette présentation, un peu différemment que de la façon dont Marcel Lebrun l'a évoqué hier. Je reviendrai sur quelques commentaires à cet effet en lien avec les propos qu'il a tenus. Alors, ce que je vous propose comme présentation, c'est ceci. Premièrement, s'entendre entre nous sur ce que l'on pourrait qualifier de problématique. Pourquoi cette idée de numérique? D'où ça vient? Pourquoi s'en préoccuper, de fait? Alors, quelques éléments d'information à ce sujet. Un état des lieux. Il me semble toujours important, lorsqu'on fait une intervention comme étranger, ce que je suis parmi vous, de bien me mettre au fait de la réalité de ce qui se passe en France en ce moment en lien avec le numérique. Alors, on fera un peu le tour du jardin. Pour certains, ce sera peut-être de la redite. Nous verrons. Quelques propos sur le thème de l'accompagner. Accompagner quoi? Accompagner à quoi? Quels sont les objets sur lesquels nous devrions centrer une attention particulière? Toujours issus d'un certain nombre de textes. Accompagner comment? Et donc, à ce point, j'entrerai dans l'expérience canadienne de la façon dont nous avons mobilisé un cadre de référence qui s'appelle le Scholarship of Teaching and Learning, SOTL. Et donc, cette idée de scholarship, c'est celui de l'érudition, l'érudit.
Traditionnellement, on parle de cette idée en lien avec la recherche. Et il y a un chercheur du nom de Boyer aux États-Unis, Boyer, si vous le prononcez à l'américaine, qui, dans les années 90, a eu un mandat de la part d'une fondation américaine pour revisiter le concept de scholarship, donc d'érudition, cette fois non pas en lien avec les activités de recherche traditionnelles qui sont menées par les chercheurs, mais en lien avec la réalité d'enseignement. Donc, il s'est mis en chantier de tenter de voir jusqu'à quel point on pourrait faire mousser, si l'on veut, l'idée d'être un enseignant de qualité, au même titre que d'être un chercheur de qualité reconnu par ses pairs, etc. Et après quelques temps, il en est venu à la conclusion que la recette existait déjà. On n'avait pas à reprendre complètement à zéro l'idée de construire la représentation que l'on se fait de l'enseignant érudit et un expert dans son domaine, dans sa pratique d'enseignement, dans sa pédagogie. Il s'est dit, bien, on a déjà le modèle de la recherche traditionnelle, la recherche fondamentale. Il y a publication, il y a les colloques, il y a les congrès, il y a les présentations, etc. Et donc, reprenons le même mode opératoire pour l'enseignement. Et il est arrivé avec ce concept de scholarship of teaching, donc l'érudition dans l'enseignement, qui a été bonifié par la suite par celui de scholarship of teaching and learning pour apprentissage, puisque vous le savez, après plusieurs années d'écoute de différents spécialistes, que cette idée de centration sur l'apprenant est maintenant partie prenante de l'aventure de formation. Et donc, on ne pouvait ne parler que de teaching, il fallait ajouter le concept de learning. Alors, c'est ce que j'évoquerai avec vous à ce moment de la présentation et la façon dont nous l'avons traduit de point de vue opérationnel, puisque c'est bien ces belles grandes idées, mais après, concrètement, on fait quoi dans la formation de formateurs pour amener cette idée de façon plus concrète dans l'action. C'est bon? Je souhaiterais avec vous, de fait, avoir certains échanges en cours de présentation et pas seulement à la toute fin. D'ailleurs, on voit que c'est plutôt difficile d'avoir des réactions à la toute fin. Hier, il y a eu qui a des questions, une question. C'est comme l'exemple qu'on avait plutôt à la fin d'un cours ou pendant un cours, l'enseignant qui dit « Avez-vous des questions? » Généralement, c'est très peu efficace, cette stratégie de poser la question « Avez-vous des questions? » Mais, et le problème, on a discuté hier avec Marcel aussi, il y a eu une question posée de ce côté qui était à quoi sert l'enseignant dans la classe aujourd'hui? Pourquoi toujours une personne physique dans une salle de classe aujourd'hui? En fait, quel est le rôle de cet expert, enseignant, chercheur, dans une salle de classe? C'est ça qu'il faut aussi penser à revisiter. Et là, on a eu la discussion quant à l'arrivée du cours ex cathedra ou du cours magistral dans la séquence des événements d'apprentissage d'un étudiant. Et ce qui est embêtant avec le fait de débuter l'apprentissage par le cours ex cathedra ou par la lecture d'un texte ou par l'exposé de je ne sais pas quoi, le problème, c'est qu'on offre une solution à des gens, ou on offre des réponses à des gens qui ne se sont pas encore posé de questions. Nous, comme chercheurs, quand on va puiser dans la connaissance existante, c'est qu'on s'est posé en amont des questions et on cherche des réponses dans cette littérature qui est disponible autour de nous. Lorsqu'on arrive en classe avec « voici ce que j'ai trouvé » et je vous le présente, ça tombe dans les oreilles de gens qui n'ont pas labouré la terre comme on l'a fait nous-mêmes. Et donc, on lance comme ça des connaissances sur un terrain plutôt sec, aride, peu enclin à susciter alors une croissance, un questionnement ultérieur. Alors, il faut susciter le questionnement avant même de mettre le pied dans l'apprentissage ou l'exposition à de nouvelles connaissances. Et ce n'est pas une idée toute nouvelle, en fait. C'est une relativement vieille idée. Vous connaissez aussi par expérience l'apprentissage par problème. Et donc, cet apprentissage par problème né au Canada, à l'Université McMaster, si c'était possible d'avoir un peu d'eau, je commence déjà à avoir la bouche asséchée. Merci. Oui, c'est ça. Donc, l'apprentissage par problème, vous le savez peut-être soit d'expérience ou pour en avoir pris connaissance, merci beaucoup, démarre une séance par l'étude, l'analyse d'une situation problème. On n'expose pas les étudiants a priori à un contenu matière. On les fait contempler une situation médicale quelconque, consultation, problème
manifestations, etc. Et les étudiants, donc, cherchent à comprendre ce qui s'y passe, génèrent de ce fait une démarche d'inquisition, de connaissance. Et en fait, on suit la méthode scientifique. Ce que Marcel présentait hier dans son schéma synthèse de la démarche qu'il proposait, on pouvait de fait revoir la démarche scientifique, qui démarre presque toujours par une forme de curiosité, de questionnement initial, qui va donc permettre d'accueillir les savoirs qui vont suivre. C'est un des grands problèmes de penser à l'entrée des apprentissages, y aller par la logique du théorie en premier, pratique en deuxième. Donc, on sait depuis plusieurs années que ce n'est pas le meilleur mode opératoire pour favoriser l'apprentissage. Et le deuxième grand souci avec le cours qui est l'exposé, vous me corrigerez si je me trompe, mais il y a plusieurs années, je suis venu ici dans certaines facultés de médecine, on m'a soumis un problème qui était intéressant. On me disait, il y a une grande faculté, on accueille 600 étudiants en première année, et donc on a 3 amphis où on place 200 étudiants dans chacun. Le titulaire ou la personne responsable de cette activité ou de ce cours est dans un des amphis, et on a recruté 2 personnes supplémentaires pour donner cours dans les 2 autres. Les étudiants n'ont pas aimé cette approche. Pourquoi? Parce que? Bon, ça allait encore, semble-t-il. Ils étaient déjà au fait des règles du jeu du grand amphi. Le problème, c'est qu'il y avait que dans un de ces 3 amphis où il y avait le super expert. Et que dans les 2 autres, on avait l'impression d'avoir reçu le plan B, hein, c'est-à-dire le prof de soutien, celui ou celle qui venait... Et là, on se dit, mais attends, on va peut-être manquer un truc, ne pas entendre l'information critique ou très importante de cet enseignant reconnu par ses pairs, etc. Et là, alors, l'université qui avait souhaité de ce fait diminuer de 600 à 200 par groupe et pour pouvoir favoriser un certain nombre d'interactions, c'était un peu buté au souci qu'avaient les étudiants de recevoir l'information de 7 experts. Ils étaient revenus aux grands amphis de 600. Et de fait, plutôt que de cela, quelqu'un s'est dit, mais attends, on va plutôt projeter sur écran ce que la personne dit dans l'amphi 1, dans le 2 et le 3. Alors, côté favoriser l'interaction, contact avec les étudiants, favoriser le questionnement, on y a beaucoup perdu au change, mais il y avait un certain consensus chez les étudiants que c'était tout à fait favorable plutôt que d'avoir donc cette solution plan B. Alors, ça m'a quand même ça a suscité plusieurs questions pour moi, en me disant, mais attendez, il y a quand même un textbook, là, un manuel qui accompagne ce cours dans lequel on s'est retrouvé presque tout ce que l'enseignant enseigne. Mais on m'a dit non, de fait, cet enseignant possède un savoir qui n'est pas nécessairement publié ou disponible à travers un ouvrage. Et donc, c'est vraiment son cours, le seul lieu où on saura l'entendre, l'acquérir, le percevoir. Et voilà, il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, c'est un peu ce que Marcel Lebrun évoquait hier, il y a des alternatives. YouTube, vous savez peut-être, en tout cas dans une enquête aux États-Unis, on a posé la question à des milliers d'étudiants, quel était le lieu sur le web où ils se documentaient le plus en lien avec les activités de formation qu'ils suivaient, les cours qu'ils suivaient. Et le lieu, l'environnement, le numéro 1 était, non pas Wikipédia, mais YouTube. Sur YouTube, vous trouvez de tout, sur tous les sujets. Et qu'est-ce qui change pour un étudiant d'aujourd'hui entre Wikipédia et YouTube? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec Wikipédia? Bien, il faut lire. Et c'est tout plein d'hyperliens. Il y a une trajectoire d'apprentissage qui peut être un peu aléatoire et dans laquelle on peut s'y perdre. Alors que sur YouTube, il y a encore le concept de l'idée de l'explication de la part de quelqu'un, et pour les mêmes raisons que l'histoire de la classe inversée de la vidéo était favorablement perçue par les étudiants, on peut revenir en arrière, faire une pause, questionner un collègue sur la compréhension, retourner à la vidéo, etc. Et donc YouTube est devenu, chez les étudiants américains, la source la plus importante de compléments d'information à ce qui est enseigné en classe, voire parfois pour la supplanter.
Il faut donc en tenir compte lorsque l'on est dans une situation de penser au numérique, penser à son accessibilité, même si encore aujourd'hui, on ne fait que donner cours en classe. Cette réalité, elle est présente de plus en plus, et si on a la capacité de parler en anglais, ce monde de connaissances, il est immense. Il est un peu moins volumineux du côté francophone, mais quand même. Alors voilà, il faut donc se préoccuper de cette réalité au plus haut point, et c'est de la façon, c'est en tenant compte de cette façon d'apprendre qui nous caractérise, qui caractérise les étudiants d'aujourd'hui, qu'il importe probablement de se préoccuper de plus en plus de notre propre capacité à intégrer ces outils numériques dans la formation. Alors, pourquoi la transformation numérique de l'enseignement? Je vous pose la question. Pourquoi la transformation numérique de l'enseignement, selon vous? Il y a des utilités à l'archaïsme, mais en matière d'enseignement, et donc ayant confronté à des gens qui vivent dans un autre monde, c'est utile aussi de rejoindre le monde dans lequel ils vivent. Donc, se rapprocher de l'autre ici étant l'étudiant. Oui? Est-ce que c'est ça? C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Et donc, nous sommes archaïques, ils le sont moins, ou ils vivent dans un monde qui mobilise des outils qui sont peut-être moins familiers pour certains d'entre vous. Naturellement, on n'a pas tous le même âge, et pas tous le même intérêt pour les technologies, puisqu'indépendamment de l'âge, il y a des personnes qui y passent beaucoup de temps. Donc, merci. Première raison. Autre raison possible qui permettrait de justifier, de se préoccuper de la transformation numérique dans l'enseignement. Le rythme, la disponibilité, le rythme de qui alors? Ah! Le fait que l'étudiant peut choisir à son rythme les choses, etc. Oui, c'est extrêmement important. Naturellement, on aura compris que ça, c'est très confrontant pour l'enseignant, cette idée de rythme, parce qu'un des grands... Il y a quelqu'un qui, lors d'une réunion hier, évoquait l'idée du coffre-fort, cette image où l'enseignant protège sa préparation de classe, n'accepte pas que quelqu'un ait voir ce qu'il y a là-dedans, comment il a préparé ses trucs. Et donc, grosso modo, traditionnellement, on a plein contrôle sur ce que l'on prévoit enseigner, comment on a fait le montage de tout cela, et donc ce rythme d'apprentissage. On a séquencé pendant X semaines des contenus que l'on va livrer. Et là, tout à coup, on introduit du bruit, ou du moins une variabilité, sur laquelle on n'a pas nécessairement un plein contrôle. Même si, de fait, on pense avoir le plein contrôle, on l'a de moins en moins. Pour les raisons qu'on a mentionnées, ou que j'ai mentionnées plus tôt, à savoir l'accès à l'information, la capacité pour les étudiants de pouvoir naviguer sur le web, ne serait-ce que par curiosité personnelle, pour aller un peu prendre de l'avance sur ce que vous seriez susceptible de donner comme information en cours. Donc, respecter le rythme des étudiants. Bien, merci. Autre raison, peut-être une dernière, oui? Donc, je veux, quand je veux, dans mon salon. Donc, le lieu, il y a le rythme en termes de temporalité, il y a le lieu en termes de où je le fais, et il y a le vouloir, cette fameuse variable incontournable qui est la motivation. De cette façon, nous pourrions faire l'hypothèse que c'est plus motivant de faire en sorte de pouvoir utiliser les outils au moment qui me convient, dans le lieu qui me convient. Autre défi alors, puisque comme enseignant, je ne contrôle plus ni le rythme, pas totalement du moins, ni le rythme, pas nécessairement le lieu, bien que là, il faudra faire quelques deuils, mais peut-être aussi le pourquoi. Et retenez bien cette question de la motivation, puisqu'elle revient à la toute fin dans la proposition, le dernier point, qui est le accompagner comment. Cette question du pourquoi faire ces apprentissages. Et là, je pense autant à vous dans le contexte de votre formation de formateur, avec l'accompagnement pédagogique que vous pourriez recevoir, que vos étudiants. Les parallèles sont nombreux. OK, regardons alors qu'est-ce qui est écrit ici. Donner à tous les élèves les moyens de réaliser leurs ambitions, entre autres à travers cette idée d'approche inclusive. Je ne sais pas jusqu'où on en parle maintenant ici, mais chez nous, ça le vent dans les voiles. L'idée de l'approche inclusive, on parle de problèmes physiques ou de déficits physiques, mais aussi cognitifs à tout ordre.
on a plusieurs propositions qui sont sur la table et plusieurs mesures administratives qui sont mises de l'avant pour soutenir l'apprentissage des étudiants touchés d'une façon ou d'une autre par des problèmes physiques, encore une fois, moteurs ou cognitifs. Alors voilà, donner à tous les élèves à réaliser leurs ambitions à travers les moyens qu'ils ont à leur disposition. Réduire ce que l'on appelle alors la fracture numérique. On pourrait revenir à l'idée d'une tradition ancestrale ou historique de faire les choses, avec une population étudiante de plus en plus versée dans d'autres pratiques pour acquérir de nouvelles connaissances. Bon, je ne sais pas si vous avez des adolescents à la maison, j'en ai 2 qui sont à la maison, la deuxième chez nous et mon dernier, le garçon. Ils passent un temps énorme sur YouTube, justement, à regarder tout plein de trucs, naturellement pas que des connaissances formelles ou des cours sur Internet, mais aussi comment se maquiller, des jeux de toutes sortes, etc. Cette fracture numérique, c'est que dans leur mode d'apprentissage, il y a multiplicité des sources d'informations. Donc, j'entre dans la chambre de ma fille qui a 18 ans maintenant, et je la vois alors sur un écran, il y a un film qui joue. Elle est en train de chatter avec une amie sur son portable et il y a un livre pas très loin qui fait l'objet de l'étude en soi. Donc, il y a 3 choses qui se déroulent en même temps. Elle semble capable, d'une façon qui m'échappe encore, de pouvoir suivre juste assez, j'imagine, l'une et l'autre de ces informations pour pouvoir ne pas y perdre le fil. Pourquoi les 3? Alors que pour moi, ce serait un bruit gênant de pouvoir bien apprécier ce film en ayant à la fois un chat, de chatter avec mes amis, etc. J'y arrive pas. Mais pour elle, c'est quelque chose. Alors, sinon, elle se retrouve en classe. Quelques heures plus tard, dans ce qu'on appelle au Canada, au Québec, les cégeps, donc les collèges d'enseignement général et professionnel, les collèges, cégeps, et elle doit s'asseoir pour un cours de chimie, elle est en sciences, avec une source d'information unique, qui est celle de son enseignant qui lui parle. Son premier réflexe, c'est d'avoir à côté d'elle, tout à coup, son portable, bien sûr, pour ne rien échapper, mais peut-être une conversation, et sur l'ordi, autre chose qui s'y déroule. C'est pour eux tout à fait dans l'air du temps. Pour l'enseignant, ça semble être des sources de distraction au premier niveau. Mais pas nécessairement si on se met dans leurs souliers ou si on regarde les choses de leur façon. Alors, où ça va tout cela, je ne sais pas encore, mais ça démontre pour moi cette idée, entre autres, de fracture numérique entre la façon dont je me comportais lorsque j'étais un étudiant universitaire ou collégial et la façon dont mes enfants aujourd'hui le font. Favoriser l'évolution des processus d'apprentissage. Hier, Marcel a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit pédagogie numérique, je ne sais pas trop c'est quoi, puisqu'à la base, c'est en fait de la pédagogie. Et qu'est-ce que le numérique? C'est juste un outil. Mais il y a des gens qui prétendent plutôt qu'à travers ces outils, il y a quelque chose quand même qui se passe de différent. Si on a l'occasion, avant la toute fin, je pourrais vous parler de la longue expérience que l'on a maintenant d'utilisation d'environnements de formation numérique, entre autres Moodle, mais pas que, qui ont induit chez nos apprenants des façons de faire différentes que ce que l'on a pu constater jusqu'à ce moment en classe. Et donc, ce n'est pas que de la pédagogie et le numérique, c'est qu'un élément de plus ou un ingrédient de plus dans la recette. Et ça change le goût, ça change quelque chose à la recette elle-même. Et quelque part, il faut peut-être poser quelques questions plus fines en lien avec cette réalité. Valoriser les parcours pédagogiques personnalisés, vous l'avez déjà mentionné, notamment grâce aux outils collaboratifs, social learning et au numérique, bien sûr, et enfin permettre aux élèves d'aujourd'hui de créer le monde de demain. Il y a toujours cette phrase qui dit ce que les gens apprennent aujourd'hui, ce que les étudiants apprennent aujourd'hui. À quoi servira cette connaissance dans 10 ans, dans 15 ans, ou les métiers d'aujourd'hui? Il y a peut-être 1 sur 2 qui n'est pas encore connu des métiers de demain. Alors, est-ce qu'on les forme vraiment pour ce qu'est le monde de maintenant, ou si on sait vraiment les former pour le monde de dans 15 ans, 20 ans? Ce n'est pas clair. Et cette idée, encore une fois, que vous évoquiez tout à l'heure de personnalisation, d'ouverture vers leur propre motivation, vient un peu changer la donne sur nos propres motivations à créer nos programmes tels qu'on les crée, à séquencer les apprentissages tels que nous les séquençons, à sélectionner les contenus tels que nous les sélectionnons, presque en faisant abstraction, a priori, du fait que devant nous,
Il y a des gens qui ont des ambitions personnelles, des projets personnels de formation, des visées professionnelles qui vont peut-être courber un peu la trajectoire que nous avions en tête au départ, bien conscient que nous voulons faire un très bon travail, que pour former une infirmière, on sait ce que c'est, alors on sait quelle est la pratique, on sait quelles connaissances nous devrions avoir pour le faire, quelles compétences. Et donc, on construit, mais vraiment comme un édifice extrêmement solide, comme un ingénieur, ces super programmes, in abstractus, de la volonté d'apprentissage ou du désir d'apprentissage ou des cibles d'apprentissage que nos étudiants ont. Et une des choses qui ressort beaucoup de la littérature en ce moment, c'est qu'une personne sur deux, je résume, pour plusieurs domaines, ne vont pas nécessairement faire, au final, cette profession pour laquelle ils ont suivi leurs études pendant X années à l'université. Ça sera autre chose. Certains d'entre vous le font déjà. Il y a des gens qui sont formés médecins et qui font en partie de l'administration, de la gestion de projet, de la gestion de personnel, ressources humaines. Ce n'était pas dans les cours, ça, au départ. Ce n'était pas dans votre formation initiale. Et pourtant, ça fait partie de votre quotidien et ça change quand même la donne sur la façon dont vous pensez vous former et dans quelle direction et comment vous allez... Chez nous, par exemple, il y a des étudiants qui souhaitent aller travailler dans le Grand Nord canadien, travailler entre autres avec les populations inuites. Il n'y a rien dans les programmes de formation en sciences de la santé en ce moment qui les prépare à cela. Il n'y a même pas d'option de cours ouvert. Tout est bétonné, c'est-à-dire la formation, elle est pensée de A à Z pour toutes les bonnes raisons qu'on peut imaginer, sans marge de manœuvre pour tenter de voir jusqu'à quel point je peux introduire, au niveau motivationnel en particulier, une source qui va être importante pour me guider à favoriser mes apprentissages, autrement que parce que je suis de façon très fidèle. Oups, pardon, je me suis un peu accroché ici. Le parcours d'apprentissage. Voilà. Vous êtes d'accord avec ces affirmations? Vous voulez les nuancer? Ça vous va? Vous les comprenez bien? Ces affirmations viennent de ce document, qui est un rapport produit par Microsoft France, donc directeur du secteur public. Donc, j'ai pris des extraits vraiment du rapport lui-même. Pardon. Ils ont bien sûr en tête l'école primaire et secondaire, ou les lycées ici, quand ils ont écrit ce qu'ils ont écrit. Et ils ajoutent, cette publication ajoute, bien que solidement installé dans nos vies, le numérique n'en est qu'à ses débuts. Certains ont parlé d'intelligence artificielle hier en disant que ce n'est pas toujours évident de savoir ce que c'est, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Mais s'il y a une chose au niveau pédagogique qui va peut-être changer la donne éventuellement, c'est ce qui concerne l'usage, pas l'usage, c'est-à-dire, mais le développement de ces connaissances en intelligence artificielle. On ne sait pas exactement où les choses vont aller, mais aujourd'hui, le grand défi en pédagogie, c'est pas tant d'inventer de nouveaux ingrédients pédagogiques, si je peux me permettre l'analogie, c'est de vraiment bien concevoir les recettes, les moyens, les modalités par lesquelles nous allons proposer ou agencer les éléments pédagogiques connus pour permettre d'arriver à terme à former les personnes de la meilleure façon possible. Alors, c'est un peu ce qui est proposé ici. Voilà, donc ce directeur ou la publication Microsoft France qui fait cet état des lieux, c'est-à-dire au sens de la problématique. Maintenant, regardons ce que ça donne du point de vue de la réalité en France. Transformation pédagogique et numérique. Depuis la rentrée 2018, vous le savez probablement, tous les nouveaux maîtres de conférences sont ou doivent être formés à la pédagogie. Décret. Il n'y a rien d'équivalent chez nous, là. Il n'y a aucun ministère, ni canadien, ni dans les provinces, qui a osé aller dans cette direction. Donc, ça traduit peut-être la réalité française d'une gestion plus centralisée. Mais quand même, qui est contre la vertu? Et c'est certainement vertueux de penser à faire ceci. C'est très bien. Alors, ce décret implique et précise plutôt que la formation visant l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaire plutôt à l'exercice du métier, une question de développement professionnel continu. Donc, on voit essentiellement que le ministère s'est donné comme mission de soutenir la formation pédagogique, on ne parle pas encore de numérique a priori, des maîtres de conférences. Maîtres de conférences. Pas les enseignants-chercheurs. Hein.
J'imagine qu'on débute par le bas et on espère que ça percolera éventuellement plus tard stratégie. Bien. OK, autre information, le décret prévoit une décharge de 32 heures, un sixième de service d'enseignement. On précise bien qu'il ne s'agit pas de 32 heures de formation au sens du temps passé dans une classe, mais vraiment en termes de 32 heures du service d'enseignement durant la première année d'exercice et 32 heures pour les 5 années suivantes. 64 heures au total sur 5 ou 6 années, disons. Retenez ce chiffre, on y reviendra tout à l'heure, ça c'est dans le décret. Et on ajoute que ça peut être sous différentes formes, c'est-à-dire colloques, conférences, suivi d'un MOOC, accompagnement de projets, etc. Et donc, vous pourriez comme ça additionner sur une feuille décrivant vos formations toutes les activités pour lesquelles vous avez entendu ici. Vous avez passé 2 jours à ce magnifique événement. Check. Événement pédagogique, 14 heures. C'est bon. Etc. J'ai mis en évidence accompagnement de projet. Le mot-clé « projet », c'est le fil rouge dans cette présentation. Motivation des étudiants, votre propre motivation à la formation de formateurs, cette idée de projet, gardez-le en tête, il représente un élément clé qui va être ce sur quoi nous avons construit nos activités de formation. Donc, ces données que je vous partage viennent de Philippe Lal, conseiller stratégique pour la pédagogie au ministère. OK. Quelles ressources? Il y a de très bons lieux de formation, de très bons lieux de compléments de formation qui peuvent être accessibles si vous voulez aller voir. Il y a un endroit qui s'appelle Néopass Sup. Vous connaissez peut-être sur Lyon, à l'IFE, l'Institut français d'éducation. On a créé un projet qui s'appelle au départ Néopass. Et on visait surtout alors l'enseignement primaire et secondaire. Essentiellement, ce sont des vidéos qui sont mises à disposition. Vous pouvez y accéder via le site. Et vous pouvez aller voir alors ce qu'on pourrait qualifier de best practices ou des pratiques exemplaires de façon d'enseigner et d'apprendre. Et on a par la suite, Louis Ria, M. Ria, le professeur Ria, développé la version enseignement supérieur de Néopass, Néopass Sup. Et donc, ciblant alors de fait plus spécifiquement la formation en enseignement supérieur et à nouveau, des vidéos, des analyses possibles. Il faut s'inscrire sur ce site. C'est libre accès, mais en fait, non, c'est payant. Il faut que l'établissement s'inscrive formellement et donnant par la suite accès à un certain nombre de personnes dans l'établissement. Il y a un MOOC en France aussi, Se former pour enseigner dans le supérieur, disponible sur la plateforme FUN, vous connaissez aussi peut-être, pour France Université Numérique. Cours en ligne, offert à partir du développement fait à l'Université de Rennes 1. C'est de façon cyclique que ça revient. Belle source d'information aussi pour vous, si vous souhaitiez aller voir ce qui s'y fait de ce côté. Donc, c'est plus en mode autonomie pour Néopass. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de trajectoire précise. Il y a un ensemble de vidéos dans lesquelles vous pouvez aller chercher ce qui vous plaît. Alors que pour le MOOC, bien sûr, ça suit une trajectoire, une démarche d'apprentissage préétablie. Autres éléments intéressants, et donc j'ajoute ici France et plus, puisqu'il y a une ressource québécoise. Donc la pédagogie numérique se renforce mutuellement. La pédagogie plutôt numérique. La pédagogie, je reprends, et le numérique se renforcent mutuellement. Et c'est là où on commence à arriver dans la forme couple de l'idée ou le concept de pédagogie numérique, bien qu'on les garde ici encore distincts. Ce qui est beaucoup cherché, ce qu'on cherche beaucoup à faire derrière, c'est à créer cette idée de communauté de pratique, de personnes qui échangent. Sur ces sites, Néopass et à travers les MOOC, c'est un endroit ou un lieu où je peux de fait questionner ou partager mon questionnement, recevoir l'avis, les conseils, les réflexions de collègues un peu partout sur la France, à titre d'exemple. Alors, il y a un site intéressant, innovation-pédagogique.fr, si vous voulez également aller voir là, il se fait des choses intéressantes. Et je vous conseille fortement aussi, si vous êtes curieux, d'aller voir ce site canadien, issu du réseau des collèges, donc des cégeps, qui s'appelle ProfWeb.
C'est un site très intéressant qui offre une panoplie d'outils, d'articles, de réflexions, de synthèse de littérature, etc., touchant l'usage des technologies en enseignement supérieur. Et là aussi, autour de ces sites se créent des communautés de pratique. Alors, cette idée de communauté est aussi importante que le concept de projet dont je parlais plus tôt, puisque le partage des informations, la mise en commun de ces informations, le soutien obtenu à travers la communauté de pratique est un élément clé. Vous savez peut-être par expérience, et là je vous fais un commentaire tout à fait personnel, le numérique, on a une relation amour-haine très souvent. C'est l'amour parce qu'il y a une stimulation, c'est la nouveauté, bling-bling, il y a des images, ça bouge, etc. Et le côté haine, pour moi, du moins, mais c'est compliqué. Et ça va me prendre un temps fou à maîtriser ces trucs alors que je n'ai que peu de temps à disposition pour pouvoir vraiment m'y investir. Et donc, je suis un peu toujours tiraillé. On parlait plutôt avec Maxime de l'utilisation de web, des MOOC. Je recommence. Ni web, ni MOOC, mais bien Moodle. Alors, Moodle, qu'on a adopté tout récemment ici, à l'Université de Sherbrooke, on l'utilise depuis une dizaine d'années, disons, et plus particulièrement dans un programme que j'ai démarré en enseignement supérieur depuis 2012. Et donc, Moodle est un environnement fantastique pour faire un certain nombre d'activités asynchrones, mais ça prend quand même un temps pour les maîtriser et comprendre l'environnement et les outils qu'il propose et la façon de les adapter pour mon cours et la façon dont mes étudiants sauront s'y adapter eux-mêmes et ainsi de suite. Et donc, il y a du temps à investir et là, souvent, c'est lourd. On peut dire la même chose du mot pédagogie. C'est bon l'idée de la pédagogie, mais on a pu voir hier que ça peut devenir complexe. Quand on met tous les mots en relation, quand ça fait des schémas assez denses, quand on veut gérer et conjuguer motivation, apprentissage, mémorisation, engagement, décrochage, etc., c'est plusieurs concepts. Et vous avez déjà une expertise dans un domaine donné. Là, on vous propose de découvrir ou d'ouvrir la porte d'une nouvelle zone d'expertise, qui est celle de la pédagogie. Il faut y mettre le temps, il faut lire, il faut partager. Et donc, numérique et pédagogique se retrouvent bien dans cet espace de relation d'un domaine nouveau dans lequel je dois m'investir pour pouvoir mener à bien l'activité d'enseignement-apprentissage que je propose à mes étudiants. Et enfin, cette idée d'accompagner les enseignants à s'approprier les outils numériques passe par une invitation. Il est très rare qu'on puisse forcer les gens. On peut arriver à le faire de façon top-down, une obligation, mais c'est très peu efficace en général. Et donc, plutôt que de penser dans le contexte de « vous avez un truc à faire, vous êtes seul au monde pour le faire et donc ça va vous demander un temps fou », cette idée d'intégrer une communauté existante ou naissante à travers l'action d'un ingénieur pédagogique ou celle d'un département ou d'un programme s'avère généralement beaucoup plus payante. Il y a l'idée, comme je l'évoquais précédemment, d'avoir une certaine littératie dans le domaine, c'est-à-dire d'utiliser les bons mots pour vouloir dire les bonnes choses. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de bien s'entendre et de se comprendre quand on utilise ces termes. À défaut, parfois, on va dire MOOC, et on n'entendra pas toujours la même chose, MOOC, pour les Massive Open Online Community ou Courses. Alors, tous ces termes nouveaux, il faut se les approprier. Et enfin, être capable de réinvestir les idées dans la pratique et à travers donc cette communauté existante. Alors voilà, quelques éléments d'information qui mettent la table en termes de réalité ici en France sur la façon dont on conçoit l'usage du numérique, la façon dont on veut la soutenir, les actions qui ont déjà été posées, déjà disponibles sur le web ou à travers les financements existants. Posons-nous la question maintenant, accompagner à quoi? Quelle cible? Sur quoi devrions-nous porter notre attention lorsqu'il est question de numérique, selon vous? Qu'est-ce qui vous semblerait, ou déjà maintenant peut-être pour vous, des cibles de formation importantes ou qui vous semblent nécessaires d'acquérir? Pardon? Oui? Oui? Si vous êtes ici, naturellement, Moodle, ça sera très récent, très bientôt une cible pour vous. Mais quoi d'autre? Quand vous pensez au numérique, qu'est-ce qui vous vient en tête?
Qu'est-ce que vous ne savez pas maintenant et que vous vous dites, tiens, je devrais quand même comprendre un peu mieux ce truc? Ah, voilà. Donc, bien connaître les outils et pas très loin derrière, quel lien entre l'outil et les objets cibles dans lesquels je saurais réinvestir cet outil. Un problème souvent avec le numérique, parce que c'est du nouveau, c'est un peu comme l'idée des concepts pédagogiques, prenons celui de la motivation encore une fois, c'est qu'on les saupoudre un peu partout sans nécessairement savoir si ça tombera au bon endroit ou ça générera nécessairement la plus-value. Quand on planifie un cours, vous le savez par expérience, un des trucs qui n'est pas ressorti dans la discussion hier avec Marcel Lebrun, c'était la différence entre, il y avait la question de pourquoi un enseignant en classe encore aujourd'hui. Et puis, on a mentionné le fait que dans la classe inversée, donc on se filme, on rend disponible ces clips vidéo, ces extraits vidéo, 15 minutes maximum généralement, aux étudiants. Puis après, on s'est dit, oui, mais il y a aussi YouTube, on pourrait aller chercher n'importe où ces informations. Mais de fait, ce n'est pas tout à fait efficace, ce truc. Parce que le problème du YouTube, de la vidéo là, ou même du texte déjà existant, c'est que les personnes n'ont pas eu une démarche de planification des contenus que l'on associe à la thématique de la didactique. Donc, il n'y a pas une réflexion didactique. Il n'y a pas que la pédagogie qui prend place dans la planification d'un cours, la planification de la formation. Il y a des réflexions de nature didactique. Et qu'est-ce que la didactique? C'est une réflexion sur la matière elle-même. Et les éléments de la matière qui devront être sélectionnés, mis en exergue plus que moins, pour cette population étudiante qui est devant moi, qui sera distincte de la population étudiante d'à côté. Je peux suivre le même cours. Un cours de biologie peut être offert en médecine, en soins infirmiers, mais aussi à des étudiants de biologie. Est-ce qu'on va enseigner les mêmes choses exactement de la même façon à ces trois groupes? Si c'est le cas, il y a un souci, puisqu'on n'a alors pas eu comme formateur cette réflexion de nature didactique qui est de penser les contenus en fonction du nombre d'étudiants dans cette classe, de leur profil de sortie, mais aussi de leur profil à l'entrée. Et c'est ce que l'on aura lorsque, en principe, les vidéos viennent de l'enseignant titulaire de ce cours, plutôt que n'importe quel topo fait ou exposé fait sur la division cellulaire, par exemple. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir de façon importante sur la dimension didactique. Alors, cette réflexion didactique, on peut la transposer avec le numérique. L'usage du numérique permet d'atteindre certaines cibles mieux et moins bien, selon le contexte, selon les étudiants à qui on enseigne, selon qu'ils sont eux-mêmes et elles-mêmes familiers ou familières avec ces environnements de formation. On dit de nos étudiants qu'ils sont déjà habiles avec les outils numériques, mais dans les faits, très peu avec ceux que l'on leur propose nous-mêmes. Par exemple, prenons ce cas type de Moodle. Mes enfants n'ont jamais entendu parler de Moodle à l'âge de 17, 18, 19 ans. Ils arrivent à l'université et on leur dit, voilà, un super outil, vous connaissez tout ça, allez-y. Mais pour eux, c'est tout à fait nouveau. Il y a rien de très... Il n'y a pas de transfert possible nécessairement entre avoir passé des milliers d'heures sur YouTube et naviguer sur Moodle. Il y a un apprentissage réel à faire. Il faut reconnaître le temps, l'énergie et parfois la résistance qu'ils vont pouvoir manifester face à un outil numérique. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans la zone du numérique que ce sera par défaut motivant, par défaut engageant, par défaut stimulant et favorisant nécessairement l'apprentissage. Il y aura des freins là aussi qu'il faut reconnaître et donc mobiliser la discussion avec eux. Alors, quelques cibles. Former l'utilisation d'outils, on l'a évoqué juste maintenant. On parle de traitement de texte, ça fait un bout là qu'on utilise des outils numériques, mais on peut introduire aussi, on le fait à travers peut-être déjà des activités présentes. On parle de simulation, vidéo, 3D, expérience immersive, serious games. Hier, j'ai participé à un atelier sur les escape games. Alors voilà, on peut en ajouter toute une panoplie. Chaque fois, il faut se familiariser avec le mode opératoire, la façon de faire, et surtout, pour quelle finalité? Dans les premiers moments d'introduction des technologies en classe, on a constaté que c'était essentiellement l'intérêt de l'enseignant pour la technologie en question qui la faisait être utilisée dans sa classe, et pas nécessairement la pédagogie ou les bienfaits pédagogiques qui allaient en découler.
Il faut vraiment y penser. Ce n'est pas parce que moi j'aime beaucoup l'usage de, je sais pas, Twitter ou telle modalité que ça sera nécessairement la plus payante, la plus enrichissante ou la plus intéressante pour mes étudiants. Favoriser le learning by doing. Donc vous êtes familier avec cette idée d'apprendre par la pratique. C'est de loin, avec les nouvelles technologies, avec le numérique, la meilleure façon de naviguer dans l'espace, plutôt que d'avoir le cours théorique sur comment utiliser Moodle. Ça va vous tuer. C'est des ateliers qui sont barbants, c'est vraiment... mais plutôt, vous avez un cours à développer, on y met, c'est les mains à la pâte, hein, il faut vraiment s'y essayer, et là, avoir le soutien en cours de route. Et placer l'innovation et le numérique au centre de l'expérience d'apprentissage. Donc, découvrir le numérique pour découvrir le numérique, ce n'est pas inintéressant, bien sûr, mais s'il n'y a pas un projet derrière qui le porte, s'il n'y a pas un projet de changement de la pratique qui porte tout cela, ça pourra aussi sembler parfois beaucoup d'énergie dépensée. Et on le sait, l'apprentissage, ça veut aussi dire oublier des trucs. Alors, avoir l'atelier de 20 heures sur Moodle, ne pas le mobiliser, cette information, avant une année, vous allez recommencer à zéro dans l'année qui suit. Alors, il faut avoir vraiment un projet qui porte l'apprentissage. Et je vous invite à lire ce rapport très intéressant qui a été proposé à l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la recherche, qui fait un très intéressant tour d'horizon sur l'usage des dimensions numériques dans le contexte français, incluant le financement lui-même. Donc, il parle dans ce rapport d'innovation pédagogique numérique. L'innovation est un thème qui m'est cher. J'ai fait presque les travaux de mes 15 dernières années sur cette thématique. Qu'est-ce qu'innover? Comment innover? Quelle est la personne? Quel est le profil de l'innovateur ou d'innovatrice? Comment s'inscrire dans une dynamique d'innovation? Comment l'établissement peut devenir un lieu d'innovation, etc. Alors, lorsque j'ai lu « Innovation pédagogique numérique », ça m'a paru tout à fait porteur, cette idée d'avoir un projet de changement, un projet qui va vraiment, pas nécessairement très ambitieux, vous n'allez pas tout révolutionner, mais un bout de votre formation, de vos activités d'enseignement pourront alors être concernés par cela. Quelle autre cible? Inscrire la formation dans un plan numérique. Là, je parle aux personnes ici qui sont peut-être en rôle d'administrateur. Ce plan numérique, il est crucial, puisque ce que l'on sait de l'innovation, c'est s'il n'y a pas de soutien de la part des instances administratives, soutien ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, c'est difficile de faire des pas en avant, puisqu'on a l'impression de s'épuiser à la tâche. Il faut toujours recommencer, toujours argumenter. C'est important d'avoir ce soutien. Et donc, le plan numérique, à hauteur idéalement de l'établissement, permettra idéalement d'avoir les canaux nécessaires, l'ouverture nécessaire pour pouvoir y faire croître un projet d'innovation, de changement qui inclura le numérique. À travers ce plan numérique, un plan de formation, d'accompagnement, bien sûr, des enseignants, très important. Il faut une stratégie, on ne le fait pas n'importe comment, et une implication, et ça a été dit hier à quelques reprises, importante des étudiants, qu'on ne veut pas seulement placer sur la touche, qu'on veut amener au centre de la discussion, puisqu'ils sont partie prenante de l'aventure au premier niveau. Et ils devraient faire partie, autant que faire se peut, des activités de formation de formateurs, et leur input, leur perception aussi devrait idéalement être prise en compte par les acteurs du milieu. Voilà. Enfin, créer un dossier de valorisation pédagogique permettant de retrouver l'investissement d'un enseignant. Il y a des enseignants qui vont passer un temps très important dans l'apprentissage de ces outils, dans le développement de matériel ou d'environnement, de formation, et ce n'est pas reconnu. C'est laissé un peu sur la touche. Et ça, ce n'est pas très porteur. Si une chose qu'on a appris avec le temps dans les universités canadiennes, c'est de reconnaître ce travail. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, ce n'est pas très important, mais là, ici, on l'appelle le dossier de valorisation pédagogique. Mais c'est que c'est tout aussi important que le temps que l'on peut passer dans un labo à développer l'environnement de travail, à soutenir le travail en équipe du personnel en place, à mettre le temps à développer le personnel lui-même.
tout ce qui se fait du point de vue pédagogique devrait trouver une niche de reconnaissance dans l'espace de valorisation plutôt du travail accompli. À défaut, ça sera que des pointes d'énergie et de temps investi pour ensuite se retrouver à revenir au point de départ de, bon, j'y ai mis un certain temps, mais bon, passons maintenant aux choses qui comptent vraiment, ma recherche, mes publications, etc. Dans les dossiers de promotion des professeurs à l'université au Canada, la dimension pédagogique ou tout le volet enseignement compte tout autant que le volet recherche. Et de fait, quelqu'un peut demander, chez nous, c'est le terme utilisé est professeur titulaire, l'équivalent de professeur des universités, ou donc l'analyse que l'on fait dans les comités, les CUN en France? CNU, pardon. Dans les CNU, donc cette analyse pour voir qui sera retenu avec dossier à l'appui, etc., il y a l'équivalent chez nous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'alors on peut décider de choisir entre la recherche et l'enseignement, ou la recherche et la pédagogie, lequel des deux volets sera celui sur lequel va s'appuyer ma demande. Et j'ai donc pas l'obligation d'avoir comme fer de lance toutes mes réalisations de recherche. Je peux choisir que ce soit en sourdine au développement pédagogique ou autour de ma formation ou de l'enseignement que j'ai fait, dans lequel je me suis investi au cours de X années, qui puisse être mis de l'avant et reconnu comme étant une source de promotion ou de reconnaissance de mon travail. Donc, il faut penser à la fois aux aspects organisationnels autant qu'aux aspects pédagogiques, idéalement dans un mariage ou dans un alignement entre les deux, favoriser de ce fait l'implication de chacun. Alors, dernier point, accompagner comment? Bien. Repenser l'accompagnement des enseignants en repensant la formation des étudiants, 2 points, le projet. Une des choses qui sort de plus en plus dans la littérature en pédagogie, en enseignement supérieur, particulièrement du côté anglophone, et on le voit se manifester dans le dernier concours NCU, Nouveau cursus universitaire en France. Donc, on en a, vous connaissez, il y a eu les IDEFI, IDEFI-N, il y a eu les IDEX, et la dernière vague de concours, les 2 derniers concours, ont été ces nouveaux cursus universitaires. Une des orientations importantes de ce concours, c'est celle de la réussite étudiante, surtout dans la première année d'inscription à l'université. Et le projet étudiant est devenu un des vecteurs à travers lequel la réussite étudiante devrait se manifester. Donc, la façon dont on le fait maintenant dans certaines universités qui ont été retenues pour fin de financement, bon, je suis sur ces comités, donc je ne nommerai pas de nom, mais je pense à un exemple très précis en tête, c'est de demander aux étudiants, dès l'entrée, on les réunit avec des aides pédagogiques et on leur demande comme ça d'élaborer un projet de formation sur la durée des X années que durera leur formation. C'est pas mal, ça donne déjà un premier élan, disons, à l'idée même d'apprendre. Le hic actuellement, c'est qu'on ne va pas beaucoup plus loin en termes de pont entre cette idée de départ et la façon dont les cours sont enseignés. Et la façon dont les enseignants sont préparés à peut-être mobiliser ces fameux projets initiaux dans la façon d'apprendre dans les cours eux-mêmes. Et donc, c'est comme s'il y avait le projet étudiant d'un côté, la formation ici, et c'est la responsabilité de l'étudiant pour le moment de faire le pont entre ce qui se passe dans les cours et de chercher sa propre motivation, mais toujours sous le joug, si l'on veut, de ce rythme d'apprentissage imposé par les cours eux-mêmes. Alors, dans le contexte nord-américain principalement, le projet étudiant est devenu un élément vecteur à l'intérieur de des activités de formation, puisque ce que l'on demande de plus en plus dans cette large idée que l'on appelle l'approche programme, c'est de faire que moi, comme enseignant, je tienne compte, j'ouvre un espace dans le cours que je donne où l'étudiant pourra trouver un lieu d'atterrissage ou un lieu d'amérissage, si l'on veut, de son projet. Jusqu'à quel point peut-il être capable de trouver des informations, une pertinence, une motivation, un engagement à travers sa motivation initiale dans le cours qui est offert ici, dans la séquence de cours qui est offerte dans un trimestre donné, etc. Et donc, il y a une réelle réflexion dans la planification de cours qui ne porte pas que sur les contenus, que sur des outils numériques, mais sur la façon d'introduire le projet d'apprentissage ou de formation de l'étudiant à l'intérieur même. C'est comme l'approche un peu du cheval de Troie. Il faut que ça entre dans ça passe la muraille de la planification d'un cours, et puis une fois à l'intérieur, mais que ça puisse se déployer et éventuellement
permettre de susciter cette grande motivation. Dans les recherches qu'un collègue, Roland Villot, dont on a vu sa photo dans une des dias présentées par Marcel Lebrun hier, donc Roland Villot s'est intéressé beaucoup à la motivation. Une des recherches qu'on a menées auprès de tout près de 5000 étudiants de l'Université de Sherbrooke en 2000, on a intitulé la recherche ou l'enquête « J'ai mon mot à dire », ce faisant, soulignant le fait que l'étudiant avait sa place et la capacité de pouvoir s'exprimer. Et donc, on avait comme hypothèse au départ que plus, à l'entrée, ils étaient plus ou moins motivés, et plus ils allaient cheminer vers la fin de la formation, plus cette motivation augmenterait, puisqu'on s'approchait du produit final, du Saint Graal, qui était de devenir un professionnel, etc., etc. En fait, on a été complètement surpris du résultat, puisque ce que l'on a découvert à travers cette enquête, et c'était assez constant d'une faculté à l'autre, c'était qu'ils étaient plutôt motivés à l'entrée. Plus motivés que moins, de fait. Et ce qui se passait, c'était une décroissance graduelle de la motivation des étudiants de la première année à la dernière année de leur formation. Complètement l'inverse de ce que l'on avait anticipé au départ. Ensuite, on s'est donc questionné à savoir pourquoi. Et ce qu'on a découvert, c'est que les étudiants, ne serait-ce que par choix vocationnel, jusqu'à un certain point, je sais que le mode d'inscription dans les universités en France a vécu toutes sortes de remous là, dans les dernières années, qui on retient, comment on les sélectionne, où ils vont aller, etc. Mais il y a quand même des choix qui sont faits à l'entrée. Et donc, il y a la curiosité de la nouveauté de la formation, etc. Donc, ce qu'on a découvert au final, c'est que notre défi, ce n'était pas tant de les motiver, mais de tenter de maintenir à flot la motivation initiale avec laquelle ils entraient dans les formations. Et ça change beaucoup la perspective de notre place, du rôle que je pense et devrais avoir auprès de mes étudiants en première année, en deuxième année, en troisième année. Comme ça déclinait, on s'est dit, mais on ne fait vraiment pas le boulot que l'on pense que l'on fait en constatant ces résultats. Et on sait que la motivation, il n'y a pas de valeur objective de la motivation, c'est une valeur purement subjective. Un étudiant qui vous dit ne pas être motivé, vous avez beau penser que vous êtes motivant, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait une communication entre vous et lui ou elle. Voilà. Et donc, ce maintien de la motivation initiale passe entre autres par la prise en compte de ce projet de formation initiale avec lequel l'étudiant arrive très souvent dans les programmes dans lesquels ils s'inscrivent. Donc, le projet étudiant, c'est une dimension importante. Et dans le microprogramme dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, donc on l'appelle le microprogramme de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, MPES, nous offrons, ça c'est de la formation de formateurs, donc c'est une formation qui est offerte en ligne. Dans une réunion hier, je mentionnais le fait que, une petite rencontre plutôt, que la formation en ligne versus la formation présentielle, au départ, tous ces cours du microprogramme étaient offerts en salle de classe à des enseignants, à des conseillers pédagogiques, ou chez nous, donc conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques ici, maîtres de conférences, etc. Et lorsqu'on a ouvert le même programme, chaque cours en ligne, on a vu les classes se vider et 90% des inscriptions maintenant se font pour la formation tout en ligne. Même ceux et celles qui vivent à proximité de l'université, pas seulement les gens qui sont très loin. Et donc, très souvent, on a cette idée de la formation en ligne parce qu'on peut y rejoindre alors des gens en périphérie qui n'ont pas la capacité de venir physiquement dans l'université. On s'est rendu compte qu'ici, il y a une façon d'apprendre, il y a une modalité d'apprentissage qui plaît davantage que de venir en salle de classe. C'est étonnant, parce que là aussi, on s'est questionné. Je n'aurai pas le temps de faire le tour de cette question avec vous, puisque le temps file, je dois terminer bientôt. Mais je voulais surtout mentionner donc que cette formation est principalement offerte maintenant en ligne et qu'il y a 3 cours qui touchent le numérique ou les technologies. Vous pouvez les voir en ce moment. Chacun représente l'équivalent de 90 heures de travail. Fois 3, on arrive donc à 270 heures. Je vous rappelle les chiffres plus tôt du plan de formation avec 35 heures, si je me souviens bien, la première année, puis ensuite une trentaine d'heures dans les 5 années qui suivent. C'est très peu. C'est très peu si on veut penser vraiment s'investir, mais naturellement, tout dépend de ce qu'il y a derrière, de comment on le réalise et tout. Et donc, dans ces projets, dans ces cours, de la même façon dont j'en parlais pour les étudiants, toutes les personnes qui s'inscrivent à la formation vont être invitées à avoir un projet de formation. Ils ne peuvent suivre ces cours uniquement pour venir
cueillir des informations, les accumuler dans ce que j'appelle la mémoire entrepôt ou la mémoire à long terme, les mettre dans un coin et attendre un jour qu'elles soient, ces connaissances, mobilisées. Il faut vraiment un projet qui porte tout cela. Donc, on reprend la même idée qui est évoquée précédemment. Et surtout, on cherche à les faire se développer sur cette trajectoire de praticiens qu'ils sont à l'entrée, à praticiens réflexifs, qui est le deuxième niveau, selon les travaux Schoen, Kolbs, etc., à un niveau que l'on qualifie de praticien-chercheur. Ça, c'est la proposition même du Scholarship of Teaching and Learning, c'est-à-dire que je me mets dans la position de quelqu'un qui peut contribuer à l'avancement des connaissances dans mon domaine, au sens de la pédagogie médicale, par exemple, ou de la pédagogie des sciences de la santé. Je ne suis pas qu'un médecin, qu'une infirmière. Je suis aussi donc un spécialiste de la formation dans mon domaine. Et à travers les écrits, à travers les journaux ou les publications qui existent, je peux contribuer. Jusqu'à un point où certains vont y investir un temps, l'essentiel de leur temps. Et on parlera alors d'un chercheur dans leur domaine plutôt que d'un praticien-chercheur. On inversera la relation. Et on a quelques cas d'espèces comme ça dans la littérature. Pour chacun, il y a une réalité différente qui se présente à eux. Alors, au départ, on parle d'éveiller quelque chose, éveiller la curiosité, éveiller le questionnement chez le praticien. En quoi tout cela suscite chez moi. Donner ou offrir une formation à quelqu'un, encore une fois, qui ne s'est jamais posé de questions, c'est un peu stérile comme situation ou environnement d'apprentissage. Il faut éviter au maximum cette situation. Donc, le mode d'acquisition, à travers la réflexion, je me suis posé des questions. Voilà, ça a suscité un certain nombre d'interrogations. Partage d'expertise pour le praticien-chercheur et production de savoir formel pour le statut de chercheur. Et on peut reconnaître que ces états, si on veut les appeler comme cela, sont parfois temporaires. On peut revenir à un état antérieur. Pour X années, on va s'investir davantage dans la recherche ou dans le développement de quelque chose. Puis ensuite, on revient à la case de j'enseigne. Je suis plutôt confortable maintenant. Voilà, il y a du mouvement, il y a de la circulation. Ce n'est pas que statique. Et donc, quand on offre les cours en formation continue aux formateurs, on tient compte de où il et elle se situent sur cette courbe ou cette trajectoire. Et on ajuste alors le projet en lien avec cette réalité. Et pour rendre cela un peu plus concret, bien qu'on n'aura pas l'occasion de déployer ce que chacun veut dire, c'est ce qu'on suit comme démarche de travail avec eux. Ce projet de formation implique alors de passer au travers de 6 étapes de façon stricte, si l'on veut, bien qu'il y a des boucles, on revient parfois en arrière. Donc, une analyse initiale du contexte, bien comprendre, et vous aurez compris que ça ressemble aussi un peu à la démarche scientifique, si l'on veut. Donc, bien comprendre la situation de départ, mise à jour des savoirs en lien avec cette analyse initiale. Ensuite, ces 3 moments clés que sont celui de la conception, de l'implantation et de l'évaluation. Ce sont les 3 éléments fondamentaux de tout développement, de changement ou d'innovation de nature pédagogique ou curriculaire. Et chacun est invité donc à suivre cette trajectoire de façon plus ou moins formelle. Ça peut être parfois en équipe, pas seulement toujours individuelle. Et enfin, l'étape 6, communication des résultats. De sorte que dans nos cours, à titre d'exemple, il y a des travaux qui ont fait l'objet de publications formelles, même dans les revues américaines, parce qu'on suit une démarche qui est plus formelle que moi. Alors, certaines personnes qui ont produit des travaux au terme de certaines des activités de formation qu'ils ont suivies ont fait suivre le tout pour fin de publication dans les revues et ont été acceptés, ce qui est très valorisant alors, puisque ça démontre que ce travail n'est pas vain, qu'il n'a pas qu'une finalité locale, il a aussi la capacité d'influencer à l'extérieur de mon établissement, de mon réseau immédiat, bien que ce réseau m'a nourri également au départ. Alors, en conclusion, il y a bien sûr un besoin d'accompagnement, un besoin de formation et de collaboration, d'échange extrêmement. Le soutien de cette communauté de pratique est vraiment déterminant dans la probabilité que ces changements prennent racine de façon pérenne. Il ne faut pas le sous-estimer. Et enfin, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à aller un peu plus loin, voir l'établissement lui-même, soutenir quelques activités de recherche plus formelles qui vont éviter que l'on reprenne à zéro souvent les mêmes expériences, qu'on tente peut-être les mêmes trucs, mais qu'on sache avancer sur la base de données probantes.
autant dans ce domaine qui est la pédagogie ou la pédagogie du numérique ou l'innovation pédagogique numérique qu'on sait le faire dans nos domaines disciplinaires respectifs. Alors, il y a les références pour les complètes là, et mais voilà, merci.